Alors ces derniers jours, on entend beaucoup parler de l'article 49.3. Je voudrais vous expliquer comment ça fonctionne et quelles sont les conséquences de tout ça. Alors en réalité, il n'y a qu'un seul article 49 dans notre Constitution qui a 4 alinéas, donc allons directement au 3e alinéa et je reviendrai sur les autres après. Donc ce qui est prévu là, la procédure qui est prévue là, elle est assez simple. Le Premier ministre, il peut pas arriver comme ça un matin devant l'Assemblée nationale en disant « j'engage la responsabilité du gouvernement ». Donc il doit d'abord réunir son Conseil des ministres pour leur annoncer qu'il va engager la responsabilité du gouvernement. Et ensuite, il va donc devant l'Assemblée nationale, et ça c'est important, l'article 49.3 ne fonctionne que devant l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'article 49.3 devant le Sénat. Et devant l'Assemblée nationale, il va engager sa responsabilité sur un projet ou une proposition de loi. Alors, quelle loi ? Eh bien, la Constitution nous dit il peut le faire pour tous les projets de loi de finances. Donc, chaque année, il y a une loi de finances qui détermine le budget de l'État. Eh bien, chaque année, le gouvernement peut engager sa responsabilité là-dessus. Il peut également le faire sur tous les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Et encore une fois, il y a un projet de loi de financement de la sécurité sociale par an. Et il peut enfin, et ça c'est une nouveauté depuis 2008, une fois par session, il peut le faire sur une autre loi. Ça, c'était pour éviter que le gouvernement engage sa responsabilité à tout bout de champ à travers une session parlementaire. Donc, vous voyez que, pour résumer, c'est une loi de finances, une loi de financement de la Sécu et une autre loi par session, sachant que la session va de octobre à juin. Grosso modo, ça pourrait être, vous voyez, une loi sur la réforme des retraites. Voilà. Donc, il pourra engager sa responsabilité là-dessus. Ce qui se passe après, c'est que l'opposition, elle a la possibilité de faire une motion de censure. Et si cette motion de censure, elle n'est pas adoptée, eh bien, c'est tout l'intérêt de l'article 49.3, le projet de loi sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité, il est considéré comme adopté. Alors, en pratique, l'intérêt pratique de l'article 49.3, c'est quoi ? C'est que vous avez un projet, une proposition de loi qui commence à être débattue devant l'Assemblée nationale, et l'opposition fait une obstruction parlementaire. Elle va déposer des milliers d'amendements, elle fait traîner les discussions, on s'embourbe, vous voyez, dans un débat devant l'Assemblée nationale. Donc, pour mettre fin à cette cacophonie, le Premier ministre arrive et dit « j'engage ma responsabilité sur ce texte », et s'il n'y a pas de motion de censure, ou si la motion de censure elle est rejetée, eh bien le texte, il est adopté, et hop, il file directement au Sénat, et on court-circuite tout le débat parlementaire devant l'Assemblée nationale. C'est pour ça que, pour l'opposition, en fait, c'est un scandale, entre guillemets, l'article 49.3, parce que ça prive l'Assemblée nationale de son pouvoir délibératif, donc c'est un déni, entre guillemets, de démocratie. Mais en même temps, vous voyez, ce déni de démocratie, il ne peut se faire que si le Premier ministre engage sa responsabilité. Ce qui nous permet de voir maintenant qu'est-ce qui se passe quand la motion de censure, elle est adoptée. Alors la motion de censure, elle est définie à l'alinéa 2, donc revenons à l'alinéa 2, qui nous dit que pour qu'il y ait une motion de censure, il faut que cette motion de censure soit signée par 1/10 des parlementaires. Donc 1/10 des parlementaires, vous faites le calcul, ça fait 58 députés. Alors, on ne veut pas qu'il y ait des députés qui soient spécialisés dans la motion de censure, donc on a dit qu'on peut pas signer plus de 3 motions de censure par chaque année, d'accord, ou une seule au cours d'une session parlementaire extraordinaire, bon ça c'est un détail. Donc vous avez la motion de censure qui est signée par 58 députés, ça c'est facile à trouver, et ensuite cette motion de censure, pour être adoptée, elle doit l'être à la majorité des membres qui composent l'Assemblée nationale. Si vous faites le calcul, ça fait 289 députés. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la composition actuelle de l'Assemblée nationale, parce que, vraisemblablement, la motion de censure, elle va être votée par toute cette frange qui est à gauche. Et elle sera également votée par cette frange qui est à l'opposé de l'hémicycle, à droite. Et la seule chose qui manque quand on additionne ces deux franges-là, c'est qu'il manque 30 parlementaires à aller grappiller chez les Républicains et les Alliés pour obtenir cette majorité. Donc vous voyez qu'à l'heure actuelle, si une motion de censure est déposée, il n'est pas exclu qu'elle soit adoptée. Et c'est ça le risque énorme que prendrait en fait le gouvernement à engager sa responsabilité, c'est qu'une motion de censure soit déposée, qu'elle soit adoptée, et que donc le gouvernement soit renversé, et dans ces cas-là aussi, le texte est rejeté. Donc vous voyez qu'il y a deux conséquences quand la motion de censure passe, c'est que le texte il est rejeté, ça c'est la conséquence immédiate, mais surtout la conséquence beaucoup plus symbolique, c'est que le gouvernement est renversé, donc le Premier ministre remet sa démission, la démission de son gouvernement au président de la République, qui doit choisir un nouveau Premier ministre, qui doit reconstituer un gouvernement, et c'est pour ça que Emmanuel Macron a laissé sous-entendre que si une motion de censure était déposée, eh bien éventuellement il allait carrément dissoudre l'Assemblée nationale, ça c'était le moyen le plus radical, parce que avec
avec une réélection, il espère obtenir une majorité parlementaire plus étouffée qui mettrait à néant en fait toute utilisation de la motion de censure parce qu'il n'y aurait plus assez de parlementaires dans l'opposition pour avoir cette majorité. Et dernière chose sur cet article 49, comme ça vous connaissez tout sur l'article 49, c'est qu'il y a un premier alinéa, et ce premier alinéa vous dit que le Premier ministre, en fait, il peut engager la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. Et bien cet été, quand Elisabeth Borne a été choisie comme Premier ministre et qu'elle a composé son gouvernement, elle a ensuite fait un discours devant l'Assemblée nationale, mais elle a refusé d'engager la responsabilité du gouvernement sur cette déclaration de politique générale. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des parlementaires tout fraîchement élus et la majorité avait une majorité relative. Donc ces parlementaires fraîchement élus, ils auraient très bien pu, c'était un risque qui était tout à fait réel, juste par bravade, et pour montrer qu'ils étaient là et que c'était eux dorénavant qui avaient la majorité à l'Assemblée, ils auraient pu faire une motion de censure et obtenir une majorité et donc renverser immédiatement le gouvernement d'Elisabeth Borne. C'est pour ça qu'elle n'a surtout pas voulu prendre ce risque et qu'elle n'a pas du tout engagé sa responsabilité sur sa déclaration de politique générale. Donc là, vous comprenez vraiment tout le mécanisme de l'article 49.3 et vous comprenez aussi que ça va sans doute donner lieu à quelques tensions bientôt à l'Assemblée nationale, dont les enjeux sont maintenant des choses que vous maîtrisez parfaitement. À bientôt.